Ça fait longtemps, très longtemps, comme dirait la chanson, que nous nous rencontrons. Daniel, Emmanuel, Bonjour. Frédéric Bonjour. un petit peu moins, mais ça a une telle densité que Toujours avec autant de plaisir. on a l'impression que ça fait des lustres qu'elle est avec nous. Et puis Christian, je crois qu'on est nés ensemble, hein, on est jumeaux. Eh bien, comme d'habitude, on a déjà souhaité bonne année, je crois. C'est déjà fait. Il n'y a pas de préalable autre que mon édito, ben j'y vais. Alors ça s'appelle Face au bouleversement du monde. C'est le titre de l'édito que je vous propose cette semaine. En préparant l'émission, en m'informant, en lisant, en observant l'état de la planète, je suis souvent saisi, pris de vertige, d'angoisse. Partout les mois, partout, folie, troubles géopolitiques, climatiques, sociaux, technologiques. De la Caraïbe à l'Arctique, vous savez de quoi je veux parler, des Outre-mer au grand centre de décision, Paris, le monde est entré dans une zone de secousse permanente. Alors une question s'impose et se pose et s'impose. Que faire? Comment continuer à avancer, penser, parler, agir sans céder à la panique, au renoncement, à l'angoisse existentielle? Comment tenir le chemin avec force et sérénité depuis nos territoires caribéens, tout petits dans nos îles lilliputiennes, elles-mêmes prises dans les recompositions du monde? Vous voyez ce qui se passe à côté, à 2 heures de nous, à une encablure très courte. Cette réflexion que je vous soumets aujourd'hui est une tentative modeste pour rester debout quand tout vacille. J'en parlais tout à l'heure avec Daniel, tout bouge autour de nous, d'une certaine aigreur. Face au bouleversement du monde, l'homme sage et femme, excusez-moi, que vous êtes, ne devez pas céder à la panique ou à la fascination pour un Trump ou quelques personnages bizarres. Il distingue l'homme sage, la femme sage, distingue ce qui dépend de lui ou d'elle, de ce qui ne dépend pas de lui ou d'elle. Ils n'ignorent pas le chaos, mais ils refusent d'y perdre son âme. Chaos, moi, je reste avec ma tranquillité et ma sérénité. Quand la force s'impose, il choisit la dignité. Quand le bruit domine, il choisit le silence. Il ne prétend pas arrêter l'histoire. L'histoire avance. Il veille simplement à rester juste, humain, responsable. Il regarde le monde et lorsque ce monde lui échappe, il prend soin de son voisin, du proche. Il transmet ce que vous faites. Il tient bon. La sagesse n'est pas le retrait, le silence, l'abstinence. Le carême arrive bientôt, il sera temps pendant un bref instant de le faire. C'est une manière de rester debout quand tout vacille, et puis c'est ce qu'avec moi, je vous propose de faire. Et puis j'ai un petit moment d'émotion pour Alain Cadoré qui nous a lâchés. Ça fait 15 jours, Stéphane Selma, Ignace Pastel qui est parti. Eh bien, courage. Certains disent gémissons, et puis continuons. D'accord? Voilà. Jingle. Daniel adore les problèmes d'eau. Elle ne connaît par cœur la problématique en Guadeloupe et tout ça. C'est la raison pour laquelle elle va nous parler du vote unanime de l'Assemblée de Martinique en faveur de la création d'une autorité unique de l'eau et de l'assainissement, qui est saluée comme une décision historique. Oui, Tout à fait, oui. Moi, c'est vrai que ce qui m'a frappé, c'est comment partout dans la presse et les commentateurs, décision historique, parce que l'unanimité. Et alors, je me suis demandé, mais est-ce que c'est tellement extraordinaire que des hommes politiques arrivent à se mettre d'accord pour décider de quelque chose qui concerne le bien commun? C'est historique. Donc c'est historique, Daniel. alors je suis voilà, désolé. on est à ce stade à considérer que quand les hommes politiques arrivent à se mettre d'accord pour le bien commun, c'est historique. Dont acte. Alors en fait, il faut quand même ramener un peu les choses à leur juste proportion, comme nous disons dans notre langage d'avocat. Exactement. La CTM, en fait, a voté quoi? Elle a voté la demande de compétences pour s'occuper de l'eau. C'est ça qu'elle a voté, puisqu'elle n'a pas la capacité, la compétence de s'attribuer une compétence que la Constitution et la loi ne lui ont pas donnée. Donc, avec ce vote, cette décision sera transmise au chef de l'État, qui va lui-même devoir saisir le Parlement pour qu'une loi soit votée. C'est-à-dire que la deuxième étape obligatoire, c'est une loi. Sans loi, il n'y a pas d'autorité unique.
Et cette loi doit être votée par le Parlement. Alors c'est possible, hein, parce que certains se sont dit, mais en fait la CTM, elle demande une compétence qui n'est pas celle de l'État, mais qui est une compétence à l'heure actuelle, qui est celle des communes et des communautés d'agglomération. Donc, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Et puis on a vu l'exemple pour la Guadeloupe, où une loi a été prise. Donc, il y a un antécédent. Donc, c'est possible. La question qu'on peut se demander, c'est quand? Parce que la réalité du fonctionnement des institutions fait de l'Assemblée, c'est est-ce qu'il y aura même un Parlement dans 3 mois? On n'en sait rien. Donc la question, c'est quand? Et on ne sait pas. Donc il y a déjà ça. Admettons que le Parlement vote. A priori, il n'y a pas d'opposition politique pour. Donc ça sera voté. On arrive aux questions qui sont des questions essentielles. Quelle gouvernance? Comment associer les élus, c'est pas parce qu'ils n'ont plus la compétence, les élus des communes et des EPCI, comment récupérer le personnel pour l'uniformiser, comment régler les questions de finances, quel est le plan pour entretenir, pour capter l'eau, quel est le prix qu'on va proposer à l'usager. Bref, toutes ces questions-là sont ouvertes pour le moment. Et me semble-t-il, l'une des pistes pour régler ces questions-là, c'est d'ores et déjà d'essayer de faire un audit des compétences, parce qu'on a besoin de la compétence pour la future autorité unique de l'eau. Donc, on pourrait déjà, dans chacun des EPCI, mettre en place des formations pour que le moment venu, les gens soient le plus compétents possible. Ensuite, sur la question humaine, parce qu'on ne met pas en place des gens qui ont des cultures de travail différentes, qui ont des méthodes de travail différentes, on ne les met pas ensemble, si on ne pense pas à la question humaine, la question de la relation humaine. Donc ça, il faut anticiper pour pouvoir faire que les gens apprennent à travailler ensemble. Et puis après, il faut que les politiques, mais là on peut se demander lesquels, parce que ce ne seront peut-être pas ceux d'aujourd'hui, il ne faut pas oublier que les élections municipales arrivent en mars. Donc il y a un certain nombre de responsables qui sont aux commandes aujourd'hui qui ne le seront peut-être pas en mars. Et peut-être que les nouveaux, s'il y en a, auront une ouverture d'esprit telle que ça va permettre de faciliter les choses. Quoi qu'il en soit, l'autorité unique n'est pas une baguette magique, mais on doit pouvoir s'en servir comme une condition pour aller mieux dans l'intérêt de la population. En d'autres termes, tu veux dire qu'il ne faut pas commettre les erreurs qui ont été déjà été faites. Et il ne faut pas non plus être dans la fusion du département et de tout à fait. Il ne faut pas être catastrophiste non plus en se disant on ne sait pas gérer ci, on ne sait pas gérer ça. Ben, je dirais les gens ils progressent de leurs erreurs. Donc essayons de croire un peu en notre capacité à gérer ce qui n'est pas si extraordinaire que ça. Oui, ce n'est que mettre de l'eau dans un réseau qui est à 60% bousillé. Oui, mais le diagnostic, on le fait et on a les solutions. Ouais. Alors, moi je veux te dire ce qui va se passer. Imaginons qu'il y ait une majorité, Madame Soleil, c'est moi, qu'il y ait une majorité qui perpétue, qui continue ce projet. On va payer un cabinet d'études entre 80 et 100 000 euros pour organiser tout ça. Et puis parce qu'il y aura le cousin, je vous agresse en ce début d'année, mes chers élus. Non, laisse pas finir. Liberté de la parole. Il y aura le cousin, il y aura aussi les élus qui ont des parents, il y aura aussi des PCI qui vont dire nous avons des réalités, etc. Et puis ça risque de... Mais en leur disant ça, je ne dis pas que ça va se faire obligatoirement, je veux les prémunir. En le disant avec acidité et puis avec ironie, je veux essayer de les piquer, de les fustiger. Mais j'espère ardemment, tout au fond de mon âme, de mon cœur, de mon esprit, qu'ils ne vont pas commettre à nouveau les erreurs de la collectivité. N'est-ce pas, Emmanuel? Quand la valeur ne circule plus, la défiance s'installe. C'est Frédéric qui va nous expliquer que dans les Outre-mer, la défiance est économique et quotidienne. Elle naît lorsque l'argent public arrive et puis chipica chapé, sans s'ancrer dans l'économie locale. Et puis, je ne vais pas dire roule ma poule, ça sera très inconvenant à une émission de télévision. Je me permettrais d'ajouter que pour apprendre de ses erreurs, et ça se fait, il faut encore avoir l'humilité de les reconnaître. Oui. Et d'en faire le diagnostic. Mais moi, j'espère. On espère tous. Oui. L'argent public, effectivement, c'est un rapport de M. Dominique Vienne, qui est président il est président de plusieurs Césaires,
le président du Césaire France, le président du Césaire sont des comités ultramarins de la Réunion. Et lui, il fait un constat sans appel, M. Vienne. Il dit que l'argent public injecté dans les Outre-mer ne remplit pas, aussi important soit-il, son levier de croissance. Et donc, il n'irrigue pas les entreprises locales, il ne crée pas des emplois durables sur nos territoires. Alors, pas que la Martinique, il parle des Outre-mer en général dans son rapport, je l'ai parcouru. Et il parle de l'alimentation d'une économie de passage plutôt que d'une économie durable. Donc, cette déconnexion-là, il explique que finalement, comment est-ce qu'on fait pour la résoudre? Comment est-ce qu'on fait pour avancer? Bon. Alors, comment est-ce qu'on passe de la fuite de valeur à ce système de vases communicants à un système pérenne? Finalement, on se rend compte qu'on a des affichages de montants budgétaires, on a un argent qui transite et qui repart, et on a des élus, pour parler concrètement, qui finalement s'appliquent sans nécessairement chercher à aller dans la corruption ou même dans l'assistanat, qui s'appliquent à dépenser finalement les budgets. L'expertise, ce n'est pas... en fait, c'est une façon de penser. Est-ce que c'est investir, avoir une logique entrepreneuriale, ou est-ce que c'est une logique qu'on a très longtemps appris dans le fonctionnariat français, d'affecter les budgets pour être sûr qu'ils reviennent l'année d'après? C'est toute une mentalité. Vous connaissez la mentalité des ronds-points. Il faut à tout prix affecter les budgets des ronds-points aux ronds-points pour être sûr d'avoir une certaine enveloppe territoriale. Et pour beaucoup d'élus, ça a été pendant des décennies, et pas qu'en Martinique, dans toute la France, un souci de bonne gestion. C'était comme ça qu'on gérait bien une collectivité, en étant sûr de ne pas laisser repartir l'enveloppe. On a encore des échos au niveau des fonds européens. Non, Dominique Vienne, il va plus loin, il dit non seulement il faut pouvoir utiliser l'argent, ça c'est une évidence, mais il faut l'investir au profit des entreprises. Donc on commence, c'est un entrepreneur, Dominique Vienne, donc on commence à rentrer dans cette logique de plus en plus, et je trouve que c'est très positif, de la logique de fonctionnariat à la logique d'entrepreneuriat, tout en étant au service de l'État et tout en étant au service du bien public. Alors, finalement, quelles seraient les solutions? Il parle de priorité à l'impact réel sur l'emploi local. Il parle d'une valeur qui circule et qui reste sur place, qui ne repart pas des entreprises de l'Hexagone, mais qui reste sur les territoires, par exemple. Il parle d'une vision de territoire stratégique moteur, de vraiment penser à l'emplacement stratégique de nos Outre-mer. Et enfin, il parle d'une méthode par le pilotage de la responsabilité. Une fois qu'on a dit ça, on a des exemples. On a des exemples qui s'appliquent. Par exemple, à la sortie du bloc soviétique, l'Estonie, ça peut faire sourire, mais l'Estonie, on peut la prendre comme exemple, c'était un système de façade extrêmement corrompu à la sortie du bloc soviétique, avec une population très désabusée et méfiante envers ses institutions. Et finalement, l'Estonie a décidé de mener une lutte implacable contre la corruption des budgets, où chaque transaction en Estonie, par la suite de cette transition, était transparente, était tracée et numérisée. On a des règles d'or, ce qu'on appelle les règles d'or de budget strictes, et ça a quand même donné des victoires et de magnifiques réalisations, comme le logiciel Skype. Voilà. Donc, je crois que nos territoires ont besoin de cette transparence. On pourrait aussi prendre l'exemple de Singapour, je vous en parlerai tout à l'heure, de cette puissance mondiale qui utilise ces leviers de la transparence. L'ultra-transparence mène à l'ultra-profitabilité économique, paradoxalement. Très bien. Christian, on va faire de la géopolitique. L'arrestation de Nicolás Maduro marque un tournant stratégique majeur et le retour assumé des États-Unis de leur sphère d'influence. On avait un petit peu oublié que nous sommes les enfants de l'Amérique. À toi. Ben écoute, et en fait, ça aboutit au sujet qui est la doctrine de Monroe. Ouais. La doctrine de Monroe, c'est... Alors, il faut savoir que James Monroe a été président des États-Unis à la fin du 19e siècle, 1823, et c'est aussi l'époque où il y a la décolonisation des pays d'Amérique du Sud, par le Portugal, par l'Espagne. Et dans ce contexte, Monroe se dit la chose suivante, il faut que l'hémisphère américain, il ne faut que pas personne soit entré dedans. C'est bagaille nous qui l'a. C'est ça c'est ça la doctrine de Monroe. Protéger l'hémisphère américain et faire en sorte que tous les pays du Canada et en Amérique du Sud, en arrivant au Groenland, on va y arriver, sont bien évidemment l'arrière-cour des USA. Alors cette doctrine repose sur trois principes. La non-colonisation, parce qu'il craignait effectivement que l'Europe revienne en Amérique du Sud, la non-intervention et la neutralité américaine en Europe. Alors, on va revoir ça, parce que la neutralité américaine en Europe,
par rapport à l'OTAN, qui est née après la guerre mondiale, ce n'est pas très clair, quoi. En clair, l'Amérique aux Américains. Les objectifs, protéger l'indépendance des États du continent américain, écarter l'influence politique et militaire de l'Europe, affirmer le leadership des États-Unis. Alors, de manière cocasse, on parle maintenant de la doctrine de, non pas Monroe, mais Donroe, puisque Donald Trump, on a le D à remplacer le M. Alors, cette doctrine aussi a été un petit peu développée par Roosevelt, Theodore Roosevelt, en 1904, qui avait ajouté un corollaire qui autorise les États-Unis à intervenir en Amérique latine pour maintenir l'ordre. On a vu un peu Allende, on a vu les péronistes en Argentine. Tout ça, ce sont des situations qui ont effectivement révélé la mainmise des États-Unis. Voilà, donc cette doctrine est le pilier de la politique étrangère des USA et a profondément influencé les relations entre les USA, l'Europe et l'Amérique. Voilà. Alors, rappel, l'opération qui a été menée contre Maduro, sans aucune autorisation, n'est-ce pas, du Sénat ni des chambres, voilà, explique un message clair. Et aujourd'hui, chacun doit gérer son propre flanc. Le nouvel équilibre géopolitique où la puissance aujourd'hui des États-Unis s'affirme, hein, et puis, vous savez, il y a beaucoup de conséquences dans ça. Je veux faire un petit clin d'œil à Dominique de Villepin qui dit, voilà un pays qui colonise un continent. C'est un peu ça. Voilà. Alors, au-delà de cette doctrine, les États-Unis continuent peut-être aussi à affirmer le rôle de gendarme du monde. On voit bien ce qui se passe en Iran, hein, et on voit bien qu'au-delà de cette préoccupation de protéger son hémisphère, les États-Unis sont investis dans diverses opérations qui, aujourd'hui, posent beaucoup en tout cas, nous amènent à nous poser beaucoup de questions. Très bien. Oui. Juste une précision, ce qui m'a frappé lorsqu'on parle de l'intervention des États-Unis à Caracas, dans les médias nationaux, on fait l'historique des interventions des États-Unis et curieusement, on ne parle jamais de l'intervention des États-Unis à Grenade. Oui. Alors, je veux dire, et pour nous, c'est important parce que pour montrer que nous ne sommes pas à l'abri, que les îles des Caraïbes peuvent être visées par les États-Unis. Et en 1983, si ma mémoire est bonne, les États-Unis ont débarqué militairement à Grenade. Donc, et pour corroborer tout, vous avez vu la position de Trump concernant Rubio, il a dit à Rubio, Cuba. Voilà, Cuba, aujourd'hui, il faut déstabiliser Cuba et il faut que peut-être Rubio devienne président de Cuba. C'est un petit peu, si vous voulez, ce qui court aujourd'hui. On a l'impression que maintenant, le monde est devenu une bande dessinée. Une bande dessinée où les choses les plus folles se font. Vous savez, où la guerre, l'envahissement. Alors, ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Hein. Tu viens de dire qu'il y a tout un inventaire des envahissements, des invasions. Mais c'est fait de telle sorte que maintenant, ça soit caricatural. Donc, on dirait vraiment un gag, un film. Et puis, il y a une réalité, quoi. Il n'y a pas encore eu trop de morts, encore que ça ne va pas tarder. Il y a beaucoup de morts. C'est notre sujet, mais c'est assez effrayant, quoi, ce qui se passe. Quand Caracas devient un laboratoire pour Taïwan, Emmanuel, explique-nous un petit peu cette dualité. La capture de Nicolás Maduro par les forces spéciales américaines marque un tournant brutal. Oui, mais c'est la suite de la chronique de Christian. Exactement. Effectivement, on est passé d'un monde régi par des textes à un monde régi par des actes. C'est ça ce qu'on est en train de vivre. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on ne va pas refaire le film. Donald Trump a kidnappé Maduro, donc la sortie de Caracas, du Venezuela, au prétexte de la doctrine Monroe, mais du narcotrafic et de beaucoup de choses. Mais en réalité, la vraie raison de cet acte violent, c'est la Chine. Parce que Donald Trump, là aussi au titre de la doctrine Monroe, ne peut pas supporter que son ennemi principal ait autant d'influence sur le continent américain. Or, la Chine est très présente en Amérique du Sud et en particulier au Venezuela, avec des relations très poussées. La Chine a investi 60 milliards d'euros en infrastructure, en télécom, en prêts, enfin, de différentes manières. Plus, donc il y a ce volume d'argent investi par la Chine au Venezuela, et puis il y a également le pétrole
vénézuélien, donc dont les principaux volumes sont destinés au marché chinois, permettant ainsi à la Chine de contourner les différents embargos qu'elle subit. Donc voilà, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Trump a estimé que la Chine marchait sur ses pieds en étant si présent dans son environnement, et donc a attaqué Maduro pour casser un allié fort de la Chine. Donc vraiment, la cible, c'est d'abord la Chine. C'est ça qu'il faut comprendre. Et ce qui est intéressant, c'est comment la Chine réagit à ça. Parce qu'il y a une opinion publique en Chine, malgré tout, même si c'est une dictature, il y a une opinion publique. Pourquoi? Parce qu'il y a des réseaux sociaux qui sont quand même relativement dynamiques. Et aujourd'hui, les réseaux sociaux chinois disent quoi? Disent, mais c'est quand même étonnant de ce qu'on a pu constater dans les Amériques. Si un pays a le droit comme ça d'intervenir dans un pays tiers, pourquoi nous, on n'aurait pas le droit d'intervenir dans un pays dont on estime qu'il est sous notre sphère d'influence? Et là, on pense à Taïwan. Et c'est là que, en effet, en sortant des règles de droit, Trump a ouvert une boîte de Pandore qui permet à des dictateurs du monde d'agir comme lui, et donc et en toute liberté, et surtout avec un discours très facilement absorbable par les opinions publiques. Ce ne sera pas simplement le discours d'une autorité politique, l'autorité politique sera pour le coup soutenue par l'opinion publique. Et c'est en cela que ça devient un peu compliqué. Donc oui, Caracas devient d'une certaine manière le laboratoire d'un nouveau modèle opératoire. Ouais. C'est ce qu'on est en train de constater. C'est vrai pour la Chine, mais ça valide aussi d'ailleurs l'intensification de l'intervention russe en Ukraine, et pourquoi pas demain dans les pays baltes. Enfin, on peut imaginer des débordements de toute nature. Et donc voilà. Donc, Pékin observe tout ça avec beaucoup d'attention. Ils observent la méthode, donc la rapidité, les forces spéciales qui sont mobilisées, l'absence totale de mandat international. Et en fait, c'est la fin de la diplomatie des traités et le retour du langage des armes, du langage de la force. Voilà ce qu'on est en train de vivre. Et puis, le dernier point que je voudrais... Donc voilà, c'est en cela qu'une grande démocratie, parce que je considère que malgré tout, même si les dernières années, on constate de la brutalité, mais la démocratie américaine se livre à ce type de coup de force, et bien que ça provienne d'une démocratie de réveiller les travers des régimes autoritaires, je pense que là, il y a quelque chose qui pose un vrai problème, même si il ne faut pas tomber dans le piège de la fausse équivalence, parce que c'est vrai que le Venezuela, c'est une dictature, malgré tout, alors, qui a été abîmée par une démocratie. Et à l'inverse, si la Chine devait intervenir à Taïwan, ce serait l'inverse, ce serait une dictature qui s'attaquerait à une démocratie. Est-ce que ces concepts-là ont encore valeur aujourd'hui, ou il y a un mélange, oui, Daniel? Oui, il y a certains qui disent, certains commentateurs qui disent que mais les questions des traités, des accords internationaux, Trump n'en a rien à faire. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. Et qu'en fait, sa conception, c'est un monde qui est réparti entre des empires. Il y a le sien, celui de l'Amérique, avec toute l'Amérique du Sud, la Russie avec l'Ukraine et tout, et la Chine avec Taïwan et tout. Ça ne gêne pas, ça ne pose pas de principe. Sa conception du monde, c'est un monde des empires. Je pose une question à vous tous. On a 2 ou 3 minutes d'avance. Est-ce que cette façon d'agir et de faire sur le plan géopolitique, sur le plan international, sur le plan diplomatique, sur le plan de politique, est-ce que vous pensez que cette ignominie, cette horreur va survivre à Trump? Parce qu'il va, à tout moment, il va clamser, parce qu'il est malade. Est-ce que c'est dans le tréfonds? Est-ce que c'est dans le tréfonds de l'Amérique, ou est-ce que c'est... Il y a des théoriciens derrière, hein, faut pas croire. Hein. Ouais. Oui, mais je pense que la réalité, c'est que quand on met l'œil sur le rétroviseur et qu'on regarde comment se comportent les grands empires, les grands États du monde il y a quelques décennies, on n'était pas loin de ce qu'on vit aujourd'hui. Hein. En réalité, oui. La loi de la force a toujours mouvementé les équilibres du monde, et la séquence du droit international est relativement récente. Oui.
Et on s'est habitué à ça avec beaucoup de bonheur, et on a espéré qu'on avait tourné une page. Mais c'est assez récent, c'est assez neuf. Et malheureusement, ça n'a pas tenu. C'est ce qu'on peut regretter. Mais la vérité, j'en viens me demander si finalement la nature du monde, eh bien, ça ne reste pas cette nature de brutalité, de rapport de force. Voilà, on s'incline devant Enfin, tu penses ce principe de vérité. Tu penses pas comme Rousseau, l'homme n'est pas bon, quoi, c'est ça. Mais il y a eu des moments où on a parlé de dénucléarisation, on a parlé de désarmement, ça c'est les années 90, quoi. On avait une démarche, si vous voulez, de reconnaissance de la diversité. Il y a eu ça. Le multilatéralisme. Ouais, oui, absolument. Mais aujourd'hui, c'est broyé par la méchanceté. Mais la formule créole, c'est comme Paul Mot. Frédéric, ultramarin, ultra oublié, c'est un rapport du Conseil d'orientation des politiques de jeunesse qui démontre l'écart entre les discours sur la priorité à la jeunesse et la réalité vécue dans les Outre-mer. Oui, Hors du pessimisme, tu me diras. Et je veux dire rapidement, dans un soubresaut, pour réagir, qu'effectivement, l'équilibre des forces étant remis en question, puisque l'Europe s'est considérablement affaiblie, la Russie et la Chine, qui étaient sur le bas-côté parce qu'elles devaient se refaire après-guerre, aujourd'hui reviennent sur le terrain économique et militaire. Et du coup, en fait, on a des turbulences parce que l'équilibre des forces est en train de se redéfinir. Comment, je ne sais pas, mais ce sont les soubresauts des empires. Donc, dois-je faire la relance de l'émission à nouveau? Non, cher Gérard, excuse-moi. Cher Gérard, mon introduction va rappeler. Merci, donc, nous avons un sujet sur l'État et les institutions qui doivent opérer une mutation dans leur mode de gouvernance, puisque, comme tu le disais, on parle effectivement de ce rapport de cette jeunesse pour le Conseil d'orientation des politiques de jeunesse, et finalement un état des lieux de notre jeunesse ultramarine qui vit aujourd'hui, et ce n'est pas le premier rapport, je crois que c'est le 22e de mémoire, qui vit aujourd'hui ce qu'on appelle des pertes de chance en termes de territoire par rapport à l'Hexagone. Et cette perte de chance, elle est due notamment à ce qu'on qualifie en économie de coût d'opportunité. En effet, pour pouvoir mener, par exemple, des études supérieures sur des filières spécifiques, nos jeunes sont en Martinique, sont obligés de partir. Tous ne peuvent pas partir. Et ceux qui peuvent partir subissent ce qu'on appelle un coût d'opportunité, à savoir que la meilleure option possible serait de rester sur le territoire avec un logement, leur famille, une présence, un tissu social. En tout cas, aujourd'hui, il y a un vrai déséquilibre entre, pour être synthétique, notre jeunesse ultramarine et la jeunesse hexagonale. Alors, quel est l'objet de ce rapport? Finalement, quelles sont les grandes lignes de ce rapport? Les institutions sont bloquées par la communication et la bureaucratie. La jeunesse a un fort sentiment d'abandon et un exil forcé. Et finalement, on se retrouve avec des méthodes de rapport périodiques sans suite. Donc tout à l'heure, je vous parlais de l'exemple de Singapour et de l'Estonie. Finalement, quand on observe la jeunesse et la façon dont on la traite, on voit quels sont les succès d'un pays. Donc, l'exemple de l'Estonie, c'est l'éducation à la technologie dès le plus jeune âge. C'est vraiment sur ça qu'ils ont misé, d'accord, avec une transparence numérique totale, critiquée ou critiquable, mais en tout cas, c'est leur politique. Le résultat, c'est qu'on se retrouve avec, on ne le sait pas tous, mais que l'Estonie est aujourd'hui un des hubs mondiaux de la technologie. Au Danemark, l'accent sur la jeunesse est à la formation continue et à l'autonomie. Le résultat est le plein emploi et la cohésion aujourd'hui au Danemark, quoi qu'on en dise. Et autre politique sur Singapour, l'exemplarité et l'éthique stricte avec une éducation d'excellence hautement compétitive. Le résultat est qu'aujourd'hui, Singapour est devenu, en quelques décennies, une puissance financière mondiale. Donc ce sujet de la jeunesse est un sujet de première importance. Pardonne-moi pour la digression. C'est une enquête qui a été menée auprès de 2600 jeunes ultramarins. C'est un travail sérieux. Ce n'est pas une enquête idéologisée. Elle révèle un sentiment massif de relégation et de perte de chance, le chômage des jeunes, le décrochage scolaire, le manque de formation qualifiante, avec un sentiment de précarité, comme tu as dit. C'est vrai que je fais une redondance. La mobilité est un passage obligé, tu l'as dit aussi. L'accès au logement, tu l'as dit aussi, qui freine l'autonomie.
pénurie, loyer élevé, tu l'as dit. Mais j'insiste lourdement parce que je vis aussi dans mon entourage, dans mon environnement peut-être proche, ces difficultés qui sont plus facilement résolues par les gens qui ont des moyens, par des gens qui sont... Il faut être riche pour avoir un logement à Paris maintenant, pour loger son enfant, pour faire des études. Bon, les fragilités psychologiques qui en découlent, la solitude. Au-delà des 21 recommandations, la question est politique. Est-ce que la jeunesse ultramarine peut être encore traitée comme elle l'est, savoir une variable d'ajustement des politiques nationales? Ça ne veut rien dire, ça. Enfin, je le dis quand même. Continuité territoriale, ce que la Corse révèle de l'injustice faite aux Outre-mer. Qui c'est qui doit traiter ça? C'est moi. Vas-y, Oui. Vas-y avec enthousiasme. Oui, alors très belle chronique produite par quelqu'un de très talentueux qui est sur ce plateau. Donc, mais je vais me permettre de compléter un petit peu le propos de ce grand chroniqueur, puisqu'aujourd'hui, la chronique qui a été faite consiste à regarder la continuité territoriale sous l'angle fermé de la mobilité. Et c'est vrai que quand on compare les investissements au titre de la continuité territoriale sur la mobilité entre la Corse et les Antilles, il n'y a pas photo, la Corse capte tout l'argent. Ça, c'est une réalité. Or, les besoins sont tout aussi importants, sinon plus, puisqu'on est plus loin, plus éloigné des bases européennes que la Corse. Mais une fois qu'on a dit ça, moi j'ai envie de dire deux choses. La première, c'est que la continuité territoriale, c'est bien évidemment la mobilité des personnes, mais c'est aussi et surtout la mobilité des marchandises. Oui. Parce que ce qui nous concerne, nous, et le grand débat qui a bouleversé le territoire il y a encore quelques mois, c'est la question des prix. Et aujourd'hui, tout le monde s'accorde à dire que s'il y a une continuité territoriale qui prend en charge le surcoût d'acheminement de la marchandise, on peut, à ce moment-là, et c'est sans doute la seule voie objective, on obtiendrait des prix à la consommation équivalents à ceux de l'Hexagone. Donc il n'y a pas d'autre solution que la continuité territoriale si on veut réellement avoir les mêmes prix que dans l'Hexagone. Et ça mobilise d'autres moyens que ceux de la Corse. Et puis la troisième idée que je veux aussi partager avec vous, c'est que quand on regarde les investissements au titre de la continuité territoriale, on peut avoir comme conclusion de dire qu'il y a une injustice en la défaveur des Antilles. Et là, je pense qu'il faut être un peu plus mesuré parce qu'il faut regarder les choses de manière un peu plus globale. Alors, j'ai regardé les chiffres. La Corse obtient 187 millions d'euros par an au titre de la continuité territoriale des personnes. C'est un montant qui a été défini il y a déjà quelques décennies et qui, depuis 2009, n'évolue plus. C'est un montant fixe. Et ce montant pour les Antilles, il est quasiment nul. C'est l'ADOM qui actionne quelques budgets de manière un peu opportune ou pour venir en aide sur des cas particuliers, des aides individuelles, des aides ciblées. Tout ça, c'est plafonné. Donc, ce sont pas du tout on n'est pas dans les mêmes registres de moyens. Mais quand même, il faut rappeler ce que les Antilles françaises obtiennent que n'obtiennent pas la Corse. Et là, je vais vous rappeler une liste d'éléments. Vous avez la surrémunération des fonctionnaires, les 40%. Il n'y a pas ça en Corse. Et ça rentre, qu'on le veuille ou non, dans l'amélioration du pouvoir d'achat des populations. Donc, cette fameuse prime vie chère. Vous avez des abattements fiscaux qui nous sont propres, que ne connaissent pas les Corses. Vous avez des exonérations de charges type l'ODEOM, qui là aussi viennent augmenter le pouvoir d'achat des ultramarins antillais, que ne connaissent pas les Corses. Vous avez des dispositifs spécifiques de défiscalisation, etc. Vous avez les péréquations sur les tarifs d'EDF, par exemple. Vous savez que la France, et là ce sont des montants qui sont encore bien plus importants, ne serait-ce que sur la contribution de la France sur le tarif EDF, encore plus important que ce que donne la France au titre de la continuité territoriale aux Corse. Ce sont des montants colossaux. Et puis, vous avez aussi un taux de TVA réduit chez nous, alors qu'en Corse, le taux de TVA est à 20%. Donc, quand on compare tout ça, on ne peut pas parler d'injustice, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas quand même se pencher sur la problématique de la continuité territoriale, mais peut-être pas en prenant la Corse comme référent,
il y a peut-être d'autres logiques, parce que c'est pas dans cette comparaison Corse-Antilles, elle n'est pas en notre faveur, et la vérité oblige à dire que la contribution française en Martinique et en Guadeloupe est bien supérieure en réalité à la contribution française chez les Corses. Vu de façon statique, tu as totalement raison. Vu comme ça, une photographie, comparaison, et en globalisant, tu as raison. Mais seulement se déplacer pour étudier, travailler, se soigner ou maintenir des liens familiaux devient un parcours du combattant. Et c'est ça un pays, c'est ça une dynamique, c'est ça le devenir de pays. Mais on est en phase. Hein, mais Frédéric disait tout à l'heure, je pense qu'elle a raison, la Martinique, et on le voit dans plein de domaines, obtient des subsides importants. Et je ne sais pas si on a une difficulté, nous, à transformer ces subsides en solutions efficaces. Donc je pense qu'il faut qu'on se remette aussi en question, nous, dans notre capacité à transformer tout ça en plan d'action efficace, en efficience. Mais le sujet n'est pas le manque de moyens, le sujet est l'activation des moyens qu'on reçoit. Oui, mais c'est Gundiri qui a fait ça, ce qui fait que si on travaille sur ce plan, la mobilité, qu'elle devient non pas une sorte de pansement social comme ça l'est, parce qu'on te donne ça pour aller te soigner, pour aller... ensuite, il y a toute une procédure pour avoir ça. Je n'en profite pas et je n'y ai pas droit, donc je ne sais pas le parcours du combattant qu'il faut pour être... c'est la DOM, je crois, qui gère ça. Mais comme si c'était, comme pour la Corse, un élément de structure, de développement économique, ça serait quand même mieux, puisque il y a quand même un gap ici au niveau du chômage, au niveau, je ne vais pas sortir le bréviaire des malheurs de ce pays-là, mais enfin, il y a des insuffisances. Et puis moi, je crois en quelque part que si on est la France, si on est français, gros cliché, hein, je sais, on ne peut pas avoir un gros cliché, ça va tomber. Bon, il faut nous considérer comme des Français, et puis il ne faut pas non plus nous contraindre, nous, à faire preuve de génie, à retenir avec plus d'intelligence et de facilité les sommes qui viennent et qui repartent. C'est quand même pas Tissonson qui voit l'argent venir et puis repartir tout de suite sur des fonds de placement ou bien je ne sais pas où. Je pense que ça devrait être globalement. Tu me diras encore une fois, les élus, mais est-ce que les élus ont un pouvoir à ce sujet? Les rapports que je vous soumets sont des rapports officiels. Ce ne sont pas des rapports idéologisés et c'est la raison pour laquelle je voudrais le jingle pour passer à la culture. Vous allez acheter ce livre parce que c'est un plaisir de comprendre et de savoir comment Mme Landy a capté la pensée, la finesse d'Aimé Césaire. Tu dis dans quoi? Alors, le livre d'Elisabeth Landy s'appelle Anti-pom-pom afoyal. Et alors... Comment tu prononces ça? Pom-pom? C'est pom-pom. Pom-pom, c'est pom-pom, comme tu veux, anti-pom-pom. Non, mais c'est très important. C'est important. Et alors, ça m'a fait sourire parce que le terme de pom-pom, c'était réservé aux enfants. On disait aux enfants, on nous fait anti-pom-pom. Oui. Et quand on regarde le sous-titre de ce livre, la grammaire décoloniale d'Aimé Césaire, et donc on a cette espèce de décalage entre ce beau qui fait penser à une déambulation enfantine et puis le concept d'une agrégée d'histoire, puisque Elisabeth Landy est agrégée d'histoire. Et elle a aussi la qualité d'avoir fait partie des créateurs de Oliron la Caraïbe. Elle fait partie du comité scientifique de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et pendant 2 mandatures, elle a été élue de la ville de Fort-de-France chargée du patrimoine. Et Elisabeth Landy, c'est quelqu'un qui a une admiration certaine, une admiration certaine pour Aimé Césaire. Et elle a une approche qui est totalement original. Et si vous le permettez, je vais juste lire les premières lignes de son ouvrage pour vous mettre dans l'ambiance. Fort-de-France n'est pas seulement une capitale administrative, un nœud de circulation ou un centre commercial caribéen. Elle est un texte spatial, une ville à lire, à déchiffrer, à interpréter. Son architecture, ses noms de rues, ses places, ses vides et ses pleins raconte une histoire faite de tensions, de ruptures, d'empreintes coloniales et de tentatives de réappropriation. Sous le béton, sur les plaques commémoratives, sous les statues, gisent les strates d'une mémoire disputée. Cette mémoire, Aimé Césaire l'a habitée, questionnée, renversée.
Et donc, Elisabeth Landy nous invite à suivre les pas d'Aimé Césaire dans la ville que Aimé Césaire a dirigée quand même pendant quelques décennies. Et elle le fait dans cette visite à travers des monuments et des statues, Joséphine qui n'existe plus, Schellcher qui n'existe plus, mais la Maronne, l'esclave Maronne de Trenel aussi, qui est toujours là, à travers des noms de rues ou de places, comme la rue Blénac ou la place Monseigneur Roméon, à travers des quartiers, comme les Terres Saint-Ville, ou à travers des espaces comme le parc culturel Aimé Césaire. Tout ça, c'est des déclinaisons qui sont des chapitres de son ouvrage, et elle va nous expliquer ce que ça représente. Et en fait, elle nous pose une problématique qui n'est pas, je pense, qui n'est pas forcément perçue par tout le monde. Comment un homme politique, alors il se trouve que cet homme politique, c'est Aimé Césaire, donc un intellectuel communiste, et comment il, au-delà des problèmes quotidiens de sa ville, comment il s'inscrit dans le paysage et dans le territoire, et comment un homme politique se positionne par rapport à l'histoire et par rapport à l'avenir. Et cette démarche-là, le fait qu'elle soit historienne n'est pas innocent, parce qu'elle indique qu'une ville est faite de strates. La ville, l'historien a une vision à le temps long. Et une ville, on a besoin de mémoire. Et elle explique comment des décisions politiques peuvent être prises par le fait qu'on considère qu'il y a la mémoire qui existe. Donc, pour terminer, moi, je vous invite, pour en savoir davantage et pour écouter Elisabeth Landy, venez au Café littéraire de Tous Créoles le 22 janvier à Manity, au Linas de Manity. C'est au Lamentin. Et en plus, vous avez droit à un petit bout de fromage, un petit morceau de pain, un petit verre de vin. Très bon. Comme à d'autres endroits où on donne du pain et du vin. Jingle pour la musique. Je ne présente même pas, je te laisse faire. Parce que, Alors, tu évoquais Aimé Césaire. On va continuer puisqu'on va parler de la même famille de Manuel Césaire. Exactement. Auparavant, permettez-moi de faire un clin d'œil à M. Gérard Ferjul, qui m'a téléphoné. Il m'a dit, Christian, tu as passé le type de Mano Césaire avec Mr. Love. J'étais tellement content d'entendre ça. Voilà, une belle chanson qui s'appelle Coupé Canne qu'on a diffusée la semaine dernière. Ça fait toujours plaisir. Voilà. Bon, aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler de Manuel Césaire. Alors, on connaît tous Manuel, 53 ans, conservatoire de musique, une grande perspicacité, une grande sagesse, de grandes connaissances, une formation très, très, très intéressante, une capacité de maîtriser l'harmonie et puis de crier. Voilà. On ne va pas tarder, on va passer à la première vidéo, c'est Rhapsodie nègre. Alors, rapidement, une rhapsodie, c'est une petite pièce instrumentale libre qui s'apparente à une fantaisie d'inspiration populaire, folklorique ou régionale. C'est un mot grec, rhapsodie. Et Manuel a créé une rhapsodie à partir, si vous voulez, de la production littéraire d'Aimé Césaire. Il va expliquer. Voilà, on va écouter. Voilà. Et par contre, vu la structure de ta poésie, de tes poèmes, je n'ai pas envie de faire chanter Aimé Césaire. Donc il ne s'agit pas de faire des mélodies avec ta prose. Je lui dis, ce que je m'engage à faire, c'est de faire une transcription musicale. Donc de rendre en langage musical ta poésie. Que après, quelques semaines après, il m'a remis, avec, pour ceux qui ont déjà vu son écriture, je crois que patte de mouche ou d'araignée, c'est peut-être encore trop lisible. Voilà. 4 extraits de ses poèmes, et les 4 mouvements de la rhapsodie, en réalité, sont des transcriptions musicales de chacun de ces extraits. Absolument. On a donné la parole à Manuel, mais enfin, chacun a la possibilité d'aller écouter les rhapsodies parce que c'est vraiment, pour votre information, c'est 45 musiciens, 20 choristes, c'est quelque chose de costaud. Alors, Manuel est intervenu à l'Éducation nationale. Il est intervenu comme conseiller à la collectivité, auprès de M. de Chimie. Il nous a accompagnés au MIDEM, qui est le marché de la musique. On est allé, par exemple, à Cannes, ensemble. On avait eu une subvention de la collectivité. On a présenté, il a travaillé avec moi dans la fabrique à chansons.
il a composé aussi, il a travaillé avec nous à Big in Jazz. Là, je vous invite à voir une deuxième vidéo. Alors, c'est toujours aussi l'enracinement qui va à l'universel. Béliard de la Renaissance. Partageons. C'est très joli, c'est très joli. Alors, Manuel, il a aussi, alors, il a créé le groupe Mahogany, il a fait des productions discographiques, c'est un merveilleux groupe, parce que l'orchestration, on n'était pas très habitué, hein. Marier la tradition rythmique à des environnements symphoniques, c'est quelque chose de succulent. Et Manuel a créé aussi Saveur créole, c'est un album où il a fait un hommage à Gratien Midonnet avec le titre Vent lévé, que je vous invite à écouter quelques mesures. Claudine Pément au chant. Merci. Thierry Saint-Honoré, merci. Manuel Césaire, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs, le groupe Mahogany. Bon, il y a une petite inversion. On va écouter actuellement Vent lévé, puisque c'est le titre que j'ai présenté il y a quelques secondes. Pour vous, mais moi, ça me fait du bien d'écouter ces choses-là parce que ça fait du bien aux auditeurs. Alors, continue. Ça fait du bien aux auditeurs. Voilà. Alors, on va continuer parce qu'il a fait une expérience aussi, toujours avec son père, avec Alex Bernard, Thierry Saint-Honoré, à travers une production qui s'appelait Chimé Moins. Ouais. C'est aussi un album qu'il a fait et que je vous invite à écouter quelques petits extraits. Construit la vie à donc on souhaite l'existence là moins la qu'à songer toute tribulation moins j'avais joli très joli, plein de Raph Tamor, bien sûr, cette voix merveilleuse qui a enrichi notre patrimoine de façon extraordinaire. Voilà. Alors pour terminer, je vais faire un petit clin d'œil à la TV parce qu'il a été reçu à Résonance Créole en sa qualité de directeur de l'Atrium, où il présente effectivement la saison de l'Atrium. Alors écoutons-le. Ouais. C'est l'essence même de ton travail, de faire ressentir justement des émotions. Mais je pense que c'est une citation en tout cas qui peut peut-être mieux faire comprendre l'apport finalement de l'art
des arts de manière générale et de la création culturelle. C'est-à-dire qu'effectivement, on ne sort pas d'une salle de spectacle, on ne sort pas d'une salle d'expo, on ne sort pas d'une salle où on assiste à une projection de cinéma avec un lot en main. Voilà. Par contre, ce sont toutes ces émotions, c'est parfois ce voyage ou ces fameux passages entre artistes et public, puisque c'est aussi le nom donc, de cette nouvelle saison, c'est ce qu'on garde. Mais quand on sort de la salle, c'est-à-dire après ce moment partagé ensemble, j'ose croire que ces émotions continuent finalement de fertiliser, donc de rhizomer en nous. Et c'est cet apport-là, c'est cet apport, et c'est aussi pour ça qu'on fait autant de représentations scolaires, c'est pour que les jeunes Martiniquais, les jeunes Martiniquaises vivent ces expériences dès leur plus jeune âge. Ouais, la culture comme lien social. Absolument. Alors, je dois vous dire 2 petites choses encore. Un moment, mais ça fait longtemps, je me suis dit, Manuel aurait dû être directeur musical de la Martinique. C'est-à-dire encadrer des formations pour pouvoir transmettre, travailler des partitions. Enfin, voilà. Parce que, si vous voulez, c'était aussi important. Alors, c'est sûr que l'art est libre, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut avoir une cohérence. À mon sens, quand on veut construire un pays, il faut avoir une cohérence, une éducation, une démarche esthétique. Et puis le dernier mot, c'est pour vous dire, Manuel, c'est un laminaire, mais qui va à l'universel. Très bien, très bien. Il va prendre sa retraite, à ce moment-là, il va revenir à la musique. Oui, mais il est encore jeune. Oui, il va la prendre un jour, cette retraite, il va revenir à la musique. Alors, en tout cas, merci beaucoup à très Manuel fort pour ce travail extraordinaire. Et puis, je vous remercie, Nathan. Vous êtes une véritable symphonie, merveilleuse, chaque semaine. Une mélodie qui enchante mon cœur. Je vous donne rendez-vous, en tous les cas, notre public bien-aimé, adoré, à la semaine prochaine. Soyez présents. Je remercie la technique. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça. On considère qu'ils font un travail, là, que c'est leur boulot. Non, ils y mettent beaucoup de joie, beaucoup de plaisir, beaucoup d'intérêt. Ils nous relancent dans mon oreillette. Vous n'entendez pas, mais il y a toute une conversation avec lui. Aujourd'hui, j'avais une voix d'outre-tombe parce que David a une grosse grippe. Meilleure santé, David. Et puis à vous tous, à la semaine prochaine.